Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Qui dit nouvelle constitution dit nouveau régime. Le Togo a officiellement adopté une nouvelle constitution qui a pour effet d'instaurer un nouveau régime parlementaire. Une adoption qui apporte des changements constitutionnels majeurs pour le pays. L'orientation des activités de l'UFRHDP pour la victoire en 2005, c'est l'intitulé du séminaire de formation et d'orientation organisé par les femmes du Parti de l'Union des femmes, du Rassemblement des femmes, du Rassemblement des oufouettistes, pardon, je refais, le prompteur a bugué. C'est bon là. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Qui dit nouvelle constitution dit nouveau régime. Le Togo a officiellement adopté une nouvelle constitution qui a pour effet d'instaurer un nouveau régime parlementaire. Une adoption qui apporte des changements constitutionnels majeurs pour le pays. L'orientation des activités de l'UFRHDP pour la victoire en 2025, c'est l'intitulé du séminaire de formation et d'orientation organisé par les femmes du Parti de l'Union des femmes, du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui a fait sa rentrée politique. Il s'est tenu à Jacquesville, en Côte d'Ivoire, ce 19 avril. Mobilité réduite à cause de tarifs de trajet élevés en zone urbaine ou encore faibles moyens de transport dans les capitales provinciales. Ce sont les difficultés auxquelles sont confrontés les usagers gabonais du réseau routier. Des difficultés rapportées au dialogue national inclusif en cours jusqu'au 30 avril à Angondi. Mais d'abord, au Togo, un nouveau régime parlementaire va voir le jour suite à l'adoption d'une nouvelle constitution. L'adoption a été faite ce 19 avril avec 87 voix sur 87 et a été fortement contestée par l'opposition. Pour cause, la nouvelle loi fondamentale fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Un changement majeur qui intervient à quelques jours des élections législatives prévues le 29 avril. Pauline Minka. À quelques jours des législatives prévues le 29 avril 2024, les députés togolais ont définitivement adopté vendredi 19 avril une nouvelle constitution contestée par l'opposition. Adoptée par 87 parlementaires, la nouvelle loi fondamentale acte la disparition du suffrage universel direct pour l'élection du chef de l'État, fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire et crée la fonction de président du Conseil des ministres, une sorte de super premier ministre désigné par les députés en charge des fonctions régaliennes. Comme un magicien, ils sortent de leur chapeau une constitution parlementaire. Et tout simplement, ce sont des subterfuges pour permettre à Faure Gnassingbé de rester au pouvoir à vie. Cependant, le changement n'est pas accueilli favorablement par tous. L'opposition voit dans ce nouveau texte une manœuvre de la part du président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, de se maintenir indéfiniment à la tête de l'État. Le président togolais a démontré que la préoccupation majeure de son régime est de conserver le pouvoir vaille que vaille. Avec la nouvelle constitution, c'est la fonction de président du Conseil qui donne la latitude à quelqu'un d'exercer le pouvoir de manière illimitée et donc logiquement, on en déduit que c'est le poste qu'il se réserve. Le chef de l'État qui avait déjà réaménagé la Constitution en 2019 doit encore être promulguée la nouvelle loi fondamentale avant son entrée en vigueur. Selon la nouvelle Constitution, dont l'intégralité n'a pas été rendue publique, le mandat du président du Conseil des ministres sera de 6 ans sans qu'il soit précisé s'il sera renouvelable ou non. Et sachez que plusieurs partis de l'opposition togolaise et le Front touche pas à ma constitution. La rentrée politique de l'Union des femmes du Rassemblement des cette nouvelle constitution, lors d'une conférence ce samedi, ils ont dénoncé une violation. D'accord. Et sachez que plusieurs partis de l'opposition togolaise et le Front touche pas à ma constitution se sont dit indignés par l'adoption de cette nouvelle constitution. Lors d'une conférence ce samedi, ils ont dénoncé une violation du protocole de la CEDEAO et annoncé qu'ils ne reconnaîtraient pas la nouvelle loi fondamentale.
Ce 19 avril a eu lieu la tenue d'un séminaire de formation et d'orientation à Jacquesville, en Côte d'Ivoire, marquant ainsi la rentrée politique de l'Union des femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le séminaire en question est placé sous le thème de l'orientation des activités de l'UFRHDP pour la victoire en 2025. Les détails nous sont donnés avec Philippe Aqua. La rentrée politique de l'Union des femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, UFRHDP, a été marquée par la tenue d'un séminaire de formation et d'orientation, placé sous La rentrée politique de l'Union des femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et La rentrée politique de l'Union des femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, UFRHDP, a été marquée par la tenue d'un séminaire de formation et d'orientation, placé sous le thème « Orientation des activités de l'UFRHDP pour la victoire en 2025 ». Ce rendez-vous débuté le 19 avril 2024 à Jacquesville vise à préparer la nouvelle équipe dirigeante de l'UFRHDP à la mobilisation pour la victoire au scrutin présidentiel prévu en 2025. Nous avons une mission capitale assignée aux femmes du RHDP par la haute direction. Et avant d'investir le terrain, il était très important pour nous de venir s'approprier des valeurs du parti, des éléments de langage et surtout de la stratégie qui va nous permettre de nous ancrer, de rentrer pleinement dans cette mission d'encadrement, de mobilisation et de formation des femmes du RHDP. Marietou Koné, la ministre ivoirienne en charge de l'éducation nationale, a appelé les femmes à se mobiliser en vue de la présidentielle de 2025, les invitant à investir pleinement le champ politique pour garantir une victoire écrasante. Nous sommes à l'orée de 2025. De maintenant jusqu'à 2025, nous devons être en ordre de bataille. Quand je dis nous, je veux parler des militants, des militantes du RHDP. Et aujourd'hui, c'est la formation du bureau exécutif national de l'Union des femmes du RHDP afin qu'elles aillent investir le terrain, créer un maillage serré comme les pagnes, de telle sorte qu'on ne voit pas un seul trou. Ça veut dire quoi? Investir le terrain pour la victoire du RHDP en 2025. L'UFRHDP est l'une des 3 instances qui constituent le RHDP, tout comme l'Union des enseignants et celui des jeunes du RHDP. Tout se donne pour mission d'investir le terrain pour une victoire en 2025. Dans le reste de l'actualité, le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, a accordé une grâce présidentielle à 298 détenus, une décision inédite depuis sa prise au pouvoir en mai 2021. L'annonce a été faite par le garde des Sceaux Mamoudou Kassogué par voie de communiqué ce 19 avril. Une décision prise pour des raisons hautement humanitaires à l'approche de la grande canicule dont les effets sont fortement ressentis dans les établissements pénitentiaires. Le communiqué précise que la décision répond également à un impératif de désengorgement des établissements pénitentiaires qui connaissent une forte densité. Au Gabon, le déficit touchant le réseau routier cause des difficultés aux transporteurs et usagers du pays. Selon les statistiques officielles sur le réseau routier qui compte près de 10 000 km, seulement 20% de routes sont bitumées, une situation qui affecte les transporteurs et les usagers gabonais qui doivent conjuguer avec des moyens de transport public insuffisants. Pour apprécier ces problèmes rapportés, Joseph Moifo s'est penché sur la question. Voici son reportage. Parmi les contributions transmises au dialogue national inclusif organisé à Angodji, les citoyens gabonais se plaignent d'une difficile mobilité à cause de tarifs de trajet élevés en zone urbaine et interurbaine, de faibles moyens de transport dans les capitales provinciales, mais surtout des déficits de routes, ponts et ouvrages d'art à travers tout le pays. Je suis fandoyenne, mais chez nous on n'a pas de route. Pour aller chez nous, notre maman souffre pour venir en ville, pour venir voir les choses en ville, elle souffre. Mais on dit que le président nous arrange les routes, c'est tout. On se soutient parce qu'on souffre. Nous sommes les Gabonais, on doit rester à l'aise.
Au Gabon, sur un total de 10 344 km de route, 7 513 km sont en mauvais état. Plus de 70% des routes sont en terre battue. La faiblesse du réseau routier constitue un frein pour la diversification économique de ce pays d'Afrique centrale, qui génère plus de 65% de ses recettes d'exportation à travers le pétrole. Je pense qu'il faut faire des 2x2 sur l'ensemble du pays. Je pense que pour que l'économie de notre pays soit réellement boostée, il nous faut des routes. Il faut des routes dans toutes les zones enclavées du pays. Il faut goudronner ces routes-là. Et puis là où il faut mettre le béton, comme ça a commencé un peu partout ailleurs dans Libreville, il faut le béton. On a l'exemple des pavés un peu presque partout dans Libreville, à Mwanda. Ce sont des exemples qu'il faut continuer à l'ensemble du pays pour que l'économie du pays soit réellement boostée. Indépendant depuis 1960, le Gabon possède un réseau routier de plus de 10 000 km. Mais bitumé seulement sur 2771 km, soit environ 20%. Après le changement de régime, intervenu le 30 août 2023, le CTRI au pouvoir a initié un plan national de développement pour la transition qui prévoit minimalement 1333 milliards de francs CFA pour le développement des transports sur la période 2024-2026 à travers les études, les réhabilitations d'infrastructures, de routes prioritaires, de ponts et services de transport à travers tout le territoire. La Libye, désormais premier producteur de pétrole sur le continent, avec une production de 1,24 million de barils par jour, soit une augmentation de 5,7%. Le pays a officiellement déclassé le Nigeria qui a vu sa production de pétrole brut décliner cette année. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a révélé que le Nigeria a produit 1,2 million de barils par jour en mars dernier, en dessous de l'objectif de production quotidienne du gouvernement de 1,7 million de barils en 2024. Pour cause, le vol de pétrole brut et le vandalisme des pipelines et l'insuffisance des investissements. Côté économie, la Chine prête main forte au Zimbabwe qui a contracté plusieurs dettes à son égard. Le montant de sa dette s'estime à 3 milliards de dollars. Pour l'aider à apurer ses dettes, la Chine a proposé au pays débiteur d'annuler une partie des prêts sans intérêt qu'elle lui a accordés. Un sujet de Samantha Saberou Saboubanka. La Chine, désormais le plus grand créancier du Zimbabwe hors club de Paris, se dit prête à aider le pays à résoudre sa dette. La Chine a annulé un montant non spécifié de prêts sans intérêt accordés au Zimbabwe. C'est ce qu'a annoncé le 19 avril 2024 l'ambassadeur de Chine au Zimbabwe. La décision de Pékin d'annuler une partie des prêts consentis au Zimbabwe vise à aider ce pays d'Afrique australe à faire face à sa crise de la dette, un problème majeur qui pèse sur son économie depuis plusieurs années. Dans le contexte d'aider ce pays à résoudre son problème de dette, je pense que l'annulation d'une partie de la dette par la Chine est une bonne chose, mais il faudrait aider les pays en développement, aider les pays pauvres à sécuriser la dette lors du réchelonnement ou l'annulation de la dette. Certaines estimations évaluent la dette du Zimbabwe envers la Chine à 3 milliards de dollars. En septembre 2023, la dette publique garantie du Zimbabwe s'élevait à 17,7 milliards de dollars, dont 12,7 milliards de dollars extérieurs et 5 milliards de dollars intérieurs. La majeure partie de la dette étrangère a été achetée auprès de la Chine, car le pays n'est pas éligible auprès de créanciers multilatéraux tels que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, faute de remboursement depuis le début du millénaire. 3 milliards de dollars, c'est beaucoup pour l'État zimbabwéen dans le contexte que nous connaissons tous maintenant. Donc, il est important que lors des rééchelonnements et lors des endettements, qu'il soit pris en compte la monnaie de remboursement de la dette qui doit être une monnaie, pas seulement en yuan, mais une monnaie africaine de refuge assez équilibrée, surtout pas le dollar américain. Et ensuite, une capacité du pays à résorber sa dette par ses exportations commerciales vers le pays créancier. Depuis plusieurs années, la Chine a octroyé des prêts importants au Zimbabwe pour financer des projets d'infrastructures majeurs, notamment la modernisation des aéroports internationaux et l'expansion des centrales thermiques et hydroélectriques. Cependant, le pays s'est retrouvé dans une situation de surendettement avec une dette nationale s'élevant à 10 milliards de dollars.
Premier bilan concernant la 13e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan qui se tient depuis le 13 avril. L'événement a accueilli 13 pays avec la participation de 1000 artistes et près de 250 spectacles. Les chiffres ont été donnés par le directeur de l'événement, M. Abou Abdramé Kamaté. Retour en images avec Esther Conan. En Côte d'Ivoire, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, entre 2008 et 2011, 12 à 29% des enfants et adolescents de 5 à 15 ans souffrent de troubles mentaux et près de 50% de ces troubles infanto-juvéniles persistent jusqu'à l'âge adulte. La santé mentale reste un sujet complexe et souvent négligé. Devenu désormais une institution, le Festival des musiques urbaines d'Anoumombo se veut pour sa 16e édition être un sensibilisateur de cette thématique qui gangrène la société ivoirienne et africaine. On a le raccourci de dire oh, ce sont des fous, il ne faut pas écouter ce qu'ils disent. Or souvent, ils ont besoin seulement d'entendre des mots, ils ont besoin d'entendre des choses qui pourraient être thérapeutiques pour guérir. Parce que ce n'est pas seulement une maladie qui touche la santé physique, mais même psychologiquement, ça peut être un obstacle pour cette jeunesse-là qui aujourd'hui est en train de se prendre en main. Le FEMUA joue un rôle essentiel dans la sensibilisation aux questions sociales et environnementales en Côte d'Ivoire. Les éditions de ce festival facilitent une collecte de fonds destinée à des causes spécifiques telles que l'éducation, la santé ou l'environnement. Pour ce 16e rendez-vous lancé le 17 avril 2024, la Guinée-Bissau est accueillie au rang de pays invité d'honneur. Nous promettons participer avec nos artistes musiciens de la Guinée-Bissau pour partager notre culture. Et à travers de la culture, comme vous le savez, on peut renforcer les liens culturels, sociaux avec le peuple frère de la Côte d'Ivoire. Devenu en Côte d'Ivoire un rendez-vous incontournable de la musique, le FEMUA, qui réunit des centaines de milliers de spectateurs, va étendre ses limites dans le nord du pays avec 5 concerts à Abidjan et Fek-Kédougou. Plus de 30 artistes nationaux et internationaux, notamment Gadji Seli, Maître James et Yemi Alade seront présents. Au sommaire, des panels et conférences, des échanges B2B et bien d'autres activités. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.